Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la fuite des habitants des localités du Nord Mali à cause de la reprise des combats et en particulier à Kidal, ville aux mains des rebelles où les populations ont manifesté pour faire appel à la communauté internationale afin qu'elle leur vienne en aide. 8 casques bleus arrêtés pour exploitation sexuelle en République démocratique du Congo. La mission de l'ONU a annoncé avoir pris des mesures fortes à leur encontre. Nous ferons le point dans cette édition. 36 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, l'icône panafricaniste reste une source d'inspiration inépuisable. En témoigne cette nouvelle bande dessinée Thomas Sankara, rebelle visionnaire, une formidable œuvre didactique qui revient sur la complexité du président burkinabé. Deux de ses auteurs, Pat Massioni et Pierre Lépidi, sont avec nous ce soir. On ouvre ce journal par la situation au Nord Mali, où plusieurs localités se vident de leur population. Les habitants de la ville de Kidal, aux mains des rebelles, ont manifesté pour interpeller la communauté internationale et la mission de l'ONU afin qu'elle protège les civils. La suite avec notre correspondant régional, Serge Daniel. À pied ou encore à moto, les populations de la ville malienne de Kidal ont manifesté pour interpeller la communauté internationale afin qu'elle assure leur sécurité parce qu'elles sont dans une zone de conflit. Alors, sur les banderoles ou encore les calicots, il y avait plusieurs slogans, des images. Certains manifestants ont par exemple brandi, des images présentées comme celles de dépouilles de civils tués dans le nord du Mali. D'autres manifestants de leur côté ont critiqué la mission de l'ONU au Mali au cours de la manifestation. Ils estiment que la MINUSMA ferait la part belle au gouvernement malien face aux groupes armés et on peut lire par exemple sur un calicot que la MINUSMA aurait favorisé l'arrivée dans la localité de Tessalit, c'est une localité du nord du Mali, d'un groupe de militaires maliens de l'armée régulière accompagnés par les combattants de la société paramilitaire russe Wagner. De son côté, la MINUSMA dément et dit qu'elle est tout à fait indépendante et qu'elle est neutre sur le terrain. Il faut dire que tout cela intervient dans un contexte assez particulier, la reprise des combats entre l'armée malienne et les groupes armés réunis au sein d'une coalition dénommée CSP-PSD. L'armée malienne entend reconquérir tout le territoire national et en face, les groupes armés disent pas question et pour le moment, les armes ont repris à parler. On passe à la République démocratique du Congo où 8 casques bleus ont été arrêtés pour exploitation sexuelle. La mission des Nations Unies, dont ils dépendent, a annoncé avoir pris des mesures fortes à leur encontre pour faute de conduite grave. Caroline Lambolé nous en dit plus. Un nouveau coup porté à la réputation des casques bleus, cette fois-ci en RDC. L'ONU a annoncé cette semaine qu'elle avait pris des mesures fortes contre plusieurs membres de la mission de maintien de la paix dans l'est du pays. Ceci après des enquêtes faisant état de fautes de conduite grave. Après avoir reçu des informations selon lesquelles des membres du contingent de la force en RDC déployés sur une base dans l'est du pays sympathisaient après le couvre-feu dans un bar, connu pour être un lieu où le sexe transactionnel est pratiqué, la police militaire de la mission et le personnel chargé de la conduite et de la discipline se sont rendus sur les lieux pour évaluer les rapports qu'ils avaient reçus. Les suspects, qui seraient au nombre de 8, étaient stationnés dans une base près de Beni, dans l'est du pays. La MONUSCO a remplacé la MONUC en 2010. Son but, lutter contre l'insécurité dans cette région où de nombreux groupes rebelles sont actifs. En septembre, le président Félix Tshisekedi avait demandé un départ de la MONUSCO dès la fin de l'année. Auparavant, les deux parties s'étaient mises d'accord pour un début de retrait un an plus tard, en décembre 2024. C'est loin d'être la première fois qu'une mission de maintien de la paix des Nations Unies fait l'objet de telles allégations. Des scandales avaient déjà éclaté en RDC, en Haïti et tout récemment en République centrafricaine. Dans cette dernière, l'affaire, qui concernait 11 membres de la mission onusienne, s'était soldée avec le rapatriement de toute l'unité, qui comprenait 60 membres au total. Allez, toute autre chose, c'est la surprise du tirage au sort de la 34e CAN, on parle football, qui se tiendra en Côte d'Ivoire
du 11 janvier, ou du 13 janvier au 11 février 2024. Et on parle déjà que de ça, du fameux groupe de la mort. Il y aura une bataille attendue entre les Lions indomptables et les Lions de la Teranga. Quel est l'état d'esprit des supporters sénégalais après cette annonce? Élément de réponse avec nos correspondants, dont Sarah Sako et Limanda. Les champions d'Afrique en titre sont tombés dans ce que certains n'hésitent pas à qualifier de poule de la mort. Dans ce groupe C, ils vont donc affronter leurs adversaires de toujours en Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables du Cameroun, mais également la Guinée-Conakry et la Gambie, deux pays voisins, ce qui promet des derbys enflammés. Les Sénégalais sont en tout cas tout à fait confiants quant à ces phases de poule. Et ça sera deux lions, le lion de la Teranga et les lions indomptables. Mais je sais qu'ils vont s'en sortir, ça c'est sûr. Avec tous les éléments nouveaux que nous avons qui jouent sur de grands championnats, nous espérons négocier et sortir de cette poule de la mort. Je suis très confiante, je suis sénégalaise, c'est le pays de la Teranga, nous avons les lions, c'est des lions qui rugissent. Donc je pense que le Sénégal fera un bond pour vers la victoire, c'est certain. Le Sénégal va déjà se confronter dès lundi lors d'un match amical aux Lions indomptables du Cameroun. Ce duel de Lions sera un avant-goût du choc de ces phases de poule de la prochaine CAN. Ce 15 octobre marque le 36e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara à l'âge de 37 ans. Depuis, le président burkinabé est devenu une icône panafricaniste qui a inspiré de nombreux auteurs, comme ceux de cette bande dessinée Thomas Sankara, le rebelle visionnaire, édition Marabule chez Marabout. Et nous avons le plaisir de recevoir deux de ces auteurs, Pat Massioni et Pierre Lépidi. Pat Massioni, vous êtes congolais, illustrateur et caricaturiste, auteur d'une quinzaine de bandes dessinées, primées. Et Pierre Lépidi, vous êtes, journaliste au Monde, spécialiste de l'Afrique. Et vous avez écrit de nombreux carnets de voyage et de carnets de route sur l'Afrique. Merci beaucoup d'être là. Je cite aussi l'autrice Françoise Marie Santucci, qui fait aussi partie de l'aventure. Merci, messieurs, d'être avec nous. Pierre Lépidi, je commencerai par vous. Dites-nous comment est née tout simplement l'idée de cette bande dessinée. Je sais que vous avez déjà travaillé sur Thomas Sankara. Est-ce que vous n'aviez pas épuisé le sujet déjà? Oh non, alors bonsoir à tous. Donc non, d'abord je pense que Thomas Sankara, c'est un sujet qui est totalement inépuisable, on va dire. Et effectivement, comme vous l'aviez dit, fin 2019, on avait publié une série sur Thomas Sankara donc dans le journal Le Monde. Et on avait essayé de montrer quels étaient les points visionnaires, à quel point sa politique était avant-gardiste. Et donc, on avait essayé de montrer à quel point il était attaché à l'écologie, à quel point il était en avance aussi sur le féminisme, sur le panafricanisme aussi. Et on voulait absolument aussi montrer son intégrité. Et donc, suite à cette série, avec Françoise-Marie Santucci, comme vous l'avez dit, on a envisagé de faire une BD et donc de faire appel ensuite à Pat Massioni, évidemment, pour le dessin et le coup de crayon. Vous avez très bien choisi Pat Massioni, qui lui d'ailleurs s'est fait connaître, a publié des ouvrages assez marquants, notamment sur le Rwanda et sur le génocide rwandais. Effectivement, comment vous avez abordé justement, parce que c'est une icône, donc c'est une image liée au dessin qui est presque intouchable. C'est compliqué de s'attaquer à cette figure. Comment vous avez fait justement pour aborder Thomas Sankara? Comme toutes les BD que j'ai toujours travaillé, parce que je me base du scénario que Pierre et Françoise-Marie ont écrit pour dessiner. Au départ, je commence par des esquisses parce que c'est pas facile de reproduire Thomas Sankara. Il faut que le lecteur puisse sentir le côté charismatique de Thomas Sankara à travers mes dessins. Et c'est un travail qui nécessite vraiment beaucoup de travail de recherche, de crayonner pour aboutir à quelque chose de consistant par rapport à l'image que dégage Thomas Sankara. Oui, on le sent justement que le trait n'est pas forcé véritablement, et en même temps il y a toute la complexité du combat du personnage qui est très intéressant. Et vous évitez l'écueil justement de la géographie, parce que justement il y a les côtés sombres. Je cite par exemple une phrase qu'on peut lire dans le texte: sa rigidité et son intégrité l'a mené au cimetière. Justement, Pierre Lépidi, dites-nous comment vous avez abordé cette question-là afin de tâcher d'être le plus équilibré possible. Alors effectivement, d'abord il est important de dire que Thomas Sankara a marqué son époque. C'est l'un des plus grands dirigeants africains.
qui n'ait jamais existé. Mais c'est vrai qu'on tenait à ne pas tomber dans la géographie, ce qui aurait été un petit peu simple. Et notamment en faisant la série dont je vous ai parlé tout à l'heure, il m'était apparu certains aspects de sa personnalité, notamment sa rigidité, le fait qu'il soit quand même assez obtus, qu'il soit assez sévère, assez strict avec lui-même, mais aussi avec les autres. Et donc, il était important pour nous de faire représenter cela dans la bande dessinée, effectivement. Alors, cette bande dessinée, la narration, donc, elle est pédagogique. Le point de départ, c'est une adolescente métisse qui s'appelle Léa Thomas, appelée ainsi d'après Thomas Sankara, et qui, elle, va à la découverte, donc elle emmène aussi les lecteurs à la découverte, justement, de ce personnage-là. Et donc, il y a une façon de le ramener dans la réalité. Donc, il y a des sauts entre le Burkina Faso, la France d'aujourd'hui. Comment vous avez abordé, justement, cette alternance, qu'on voit bien, d'ailleurs, dans les bulles? C'est par la couleur, parce que quand les scènes se passent dans l'immédiat, j'ai étudié les couleurs. Quand c'est le passé, j'ai abordé ces séquences avec des tons un peu sépia. Oui, absolument, qu'on voit, c'est absolument magnifique. On voit à l'antenne voilà. Certaines illustrations. On voit cette nuance que justement que vous avez. Et puis les traits ne sont pas très très appuyés. Oui. C'est un peu léger pour qu'on sente que c'est le passé ou soit c'est un rêve. Oui, que c'est un peu estompé, quoi. Voilà. Non, c'est très très intéressant et vraiment c'est magnifiquement rendu. Donc c'est pour ça que je conseille cette BD ce soir. Alors vous, Pierre Lépidi, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui aujourd'hui se réclament de Thomas Sankara parmi les putschistes actuels? Alors évidemment. Aussi bien en Burkina Faso que plus largement, vous couvrez toutes ces questions-là sur l'Afrique. Quel point de différence vous voyez, vous, avec les dirigeants actuels? Alors d'abord, je pense qu'ils auraient tort de ne pas se revendiquer comme des héritiers, des descendants et des enfants de Thomas Sankara. Après, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a effectivement certaines coïncidences. Ibrahim Traoré a 34 ans, il est capitaine, comme Thomas Sankara. Il a un certain charisme aussi. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Burkina Faso d'aujourd'hui n'est pas le Burkina Faso des années 80. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, donc président de la transition, est au pouvoir depuis 1 an. Il est encore un peu tôt, trop tôt à mon avis, pour tirer des conclusions. Mais en tout cas, il se présente effectivement comme un descendant de Thomas Sankara. Il aurait tort de ne pas le faire, puisque Thomas Sankara était quelqu'un de charismatique. Oui, il était charismatique. Alors pourtant, tout de suite, Thomas Sankara, il a frappé les esprits de façon très marquée, avec le retour à l'identité nationale, le travail pour tout le monde et chacun, la réappropriation aussi de la culture africaine qu'on voit notamment avec le Fansona d'Anfani, donc l'habit traditionnel qui est aussi représenté. Il y a tous ces clins d'œil-là qui sont assez marquants, justement. Est-ce que pour vous, finalement, la population africaine n'est pas en attente d'une autre figure aussi de Thomas Sankara? Est-ce que c'est pas ça que ça veut dire, finalement, pour qu'il soit aussi présent? Thomas Sankara est toujours là. Et même le nouveau leader d'aujourd'hui, il s'inspire de Thomas Sankara parce que ce qu'il a dit, il était précurseur par rapport au féminisme, l'écologie. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'écologie, où Thomas Sankara a lutté contre la désertification. C'était quelque chose des années 80. Très avant-gardiste. Très avant-gardiste, voilà. Absolument. Donc, je crois qu'il a effleuré tous les points qui devaient vraiment contribuer au développement d'un pays vraiment responsable. Ah bah oui. Merci beaucoup, Pat Mascioni. Alors, je rappelle, il est là, Thomas Sankara, rebelle visionnaire, collection Marabule chez Marabout. Merci Pierre Lépidi, merci Pat Mascioni d'être venu et Marie-France Santucci, évidemment qu'on remercie et qu'on embrasse, qui n'est pas là. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout, de Ouagadougou à Mikouzi, en passant par Paris et Bastia. Évidemment, pour Marie-France Santucci et partout dans le monde. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.